Lorsque j'entends parler du nouveau magasin d'écriture pour la première fois, on me dit que c'est la Bible de l'atelier d'écriture. Certes, c'est ce qu'on appelle un pavé, très exactement 944 pages, mais pas d'inquiétude, il est de ces livres que l'on picore et qu'on n'a jamais fini de lire, qu'on peut ouvrir à n'importe quelle page, le fermer et recommencer. Il est le meilleur ami des écrivains en herbe, certes, mais de tous les amoureux et amoureuses des mots, solitaires ou en communauté, des animateurs de colonies de vacances, des instituteurs et institutrices, et même un allié pour une soirée entre amis pas inspirée. Vous écoutez les livres de ZAA, le podcast pour découvrir autrement les livres des éditions Zulma. Publié une première fois en 2006, le nouveau magasin d'écriture est le fruit du travail d'une vie. Né en Tunisie avant d'arriver en France à l'âge de 3 ans, Hubert Haddad a eu une vie de lecture, une vie d'écriture de romans surtout, mais aussi de nouvelles, de poésie, de pièces de théâtre, d'essais. Une vie de temps passé au contact des grands et surtout des enfants, en tant qu'éducateur spécialisé, instituteur, animateur d'ateliers dans les écoles, les hôpitaux. Les enfants, il les a beaucoup racontés dans ses textes, Un monstre et un chaos, Opium Poppy. Hubert Haddad vient d'ailleurs de remporter le prix Montluc avec la Symphonie Atlantique, l'histoire de Clemens, un jeune Allemand victime du nazisme comme tant d'autres civils. Le nouveau magasin d'écriture est protéiforme à l'image de son auteur, Hubert Haddad, peintre et critique d'art en plus d'être écrivain. 39 chapitres, 152 sous-chapitres, 132 illustrations inspirantes, des milliers d'exercices et de citations, et une multitude de références, de Rimbaud à Proust, de Borges à Kafka. Mais je me demande, comment fait-on pour apprendre à écrire tout en restant libre et original ? J'en parle avec Hubert Haddad. Comment vous avez appris à écrire, vous, puisque le nouveau magasin d'écriture n'existait pas encore ? J'ai appris à écrire en lisant, principalement. Finalement, tout le monde apprend à écrire dès le cours préparatoire. On fait déjà des lettres, et puis ensuite des mots, et puis on se raconte des histoires. Et parfois, le langage, il joue tout seul, il est fantasque. Et moi j'étais plutôt dans ces voies buissonnières du langage, comme ça. Ce qui me plaisait, c'était les livres, les livres d'images, d'histoires avec les images. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est finalement une scolarité extrêmement pénible et difficile. L'immigration, se trouver dans des contextes pas forcément accueillants. Et j'étais un peu rétif, terriblement rétif même. Et pourtant, je suis devenu écrivain, parce qu'on ne devient pas écrivain par le savoir, a priori. Il n'y a pas d'apprentissage. Je dis ça, et puis je vais parler d'un livre qui propose des pratiques d'écriture. Et justement, à l'adolescence, je me suis mis à écrire des poèmes. Voilà, comme beaucoup. Mais ça prenait de l'importance pour moi. Ça prenait de l'importance. Et puis, j'ai commencé à lire, à découvrir J'allais dans les bibliothèques municipales, sur les marchés, dans les puces. Et je me suis constitué ma première bibliothèque entre 15 et 18 ans, avec quelques centaines de bouquins. Là-dedans, il y avait de tout. Ensuite, ça se précise. Je veux écrire. À l'université, je m'ennuie. Alors, il me restait la poésie. Et la poésie, c'est la littérature. J'ai rencontré des gens comme moi, des jeunes gens comme moi, et puis on se regardait dans le blanc de l'œil, on se dit, bon, et si on faisait une revue ? La revue, c'est en soi un atelier d'écriture qui ne dit pas son nom. C'est par l'émulation qu'on apprend. Enfin, c'est ça, les débuts, quoi. Je suis passé de la poésie à la nouvelle, de la nouvelle au roman, du théâtre à l'essai. J'ai abordé vraiment tous les genres, ce qu'on appelle les genres littéraires. Et vous avez dit, cette première revue, c'était comme un grand atelier d'écriture, où il n'y avait peut-être pas d'enseignants, mais après, en parallèle de votre vie d'écrivain, vous avez été animateur d'atelier d'écriture depuis les années 80. C'est quoi un atelier d'écriture À 20 ans, j'avais besoin de gagner ma vie. On embauchait les jeunes étudiants comme ça, sans préalable, sans formation, dans l'éducation nationale. J'ai eu un poste et je suis resté 3 ans, je crois, instituteur. On m'avait donné des classes très difficiles, ce qu'on appelait les classes pratiques. C'est leur dernière année et après on les lâche. Et nous, on doit les tenir. Une chose imparable, dicter. C'est la pagaille, ils sont agités au bout d'un moment.
puis tu dis dictée, hop, le réflexe d'épouvante du cancre, qui, là tout d'un coup, c'est le réflexe conditionné. J'ai eu un peu l'idée de leur faire des choses un peu différentes, quoi, de les faire écrire un petit peu. Et je suis resté un petit peu dans le domaine comme ça, dans une MJC dans le Val-de-Marne. On cherchait quelqu'un pour faire l'intermédiaire avec les bandes d'adolescents, les gamins. On se rassemblait dans une salle de ce lieu qui n'était pas désagréable, avec un théâtre préfabriqué. Et autour d'une table, comme ils écrivaient des chansons, ils chantaient, tous ces gamins, ils avaient plein d'idées. Eh bien, j'ai inventé l'atelier d'écriture. Ça s'est perpétué plus tard, donc, on m'a proposé plein de choses dans les écoles publiques, dans les hôpitaux, en pédopsychiatrie, dans les prisons. Et encore une fois, c'est la poésie, au départ, c'est-à-dire le langage, comme il surgit chez les uns et les autres, de toutes les manières possibles. Le principe essentiel, devant toutes ces personnes qui sont en souffrance, en blocage, devant le langage, donc de l'écriture, donc la parole, c'est de changer les rapports. L'écrivain, en atelier d'écriture, ne vient pas donner un enseignement. Il essaie de faire advenir les choses. C'est faire comprendre que la langue n'est pas l'ennemi. Et c'est très beau ce qu'ils écrivent, forcément, puisqu'ils se sont déjà assujettis, ils ont lâché prise. Pour arriver à cela, il faut qu'ils admettent que je ne leur demande pas du sens. Le sens, il reviendra tout seul. On le met par la fenêtre, le sens passera par la porte, on ne s'occupe pas du sens. Donc ils vont faire usage des mots que je leur donne, des livres qui sont sur la table, et sans s'occuper du sens. C'est merveilleux. Et de ces ateliers d'écriture, du coup, surgit cette idée du livre qui devient le nouveau magasin d'écriture. Comment naît l'idée ? Est-ce que c'est le livre que vous auriez voulu avoir pour mener ces ateliers ? C'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas le résultat des ateliers d'écriture. C'est le résultat de ma vie, d'une vie d'écriture et de rencontres. Hein. La vie n'est qu'une occasion de rencontre, disait Victor Hugo. Parce que moi, quand j'ai écrit un roman, peut-être même de ce fait même que j'ai passé beaucoup de temps à parler de littérature et à essayer d'aider des gens à écrire. Alors c'est toutes ces choses-là que j'essayais de mettre dans à la fois tous ces ateliers d'écriture, toutes les stratégies que j'ai inventées, ce que les enfants et les adultes, les ateliéristes m'ont apporté, parce que tout d'un coup, il y a des révélations. À peu près n'importe qui, à tel moment, il va te surprendre, il va t'étonner. Parce que tout d'un coup, il est dans un lieu de sa vie, un lieu de sa mémoire, un lieu où ça devient musical, ça devient merveilleux, ça devient beau. Donc le magasin d'écriture, il y a tout. Il y a mes lectures, il y a mes rencontres. Quand j'écris des romans depuis le temps, eh bien, quand on écrit, on est dans un atelier d'écriture syncrétique. La manière qu'on a de travailler, de mettre les choses en place, de réfléchir, parfois d'écrire des scénarios. Au fond, tous ces carnets, toutes ces choses, c'est un atelier d'écriture intime de l'écrivain. Chaque écrivain est un atelier d'écriture. J'ai voulu ce que je vis de manière syncrétique, et ça devient des stratégies pour écrire. Voilà, pas des modèles surtout, mais des stratégies, parce qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a que des mises en condition pour que tout d'un coup surgisse quelque chose qui concerne la personne, de neuf, de vivant. Justement, vous dites qu'il n'y a pas de modèle. J'ai entendu dire que quand vous partiez en atelier d'écriture, vous partiez avec des valises de livres d'autres écrivains. Comment on fait pour écrire en ayant des références, des admirations, et en restant libre, en restant original et en restant soi-même ? J'apportais des livres, mais des livres que j'ai... Parce que dans les lycées, par exemple, il y a souvent une bibliothèque, mais elle est souvent très pauvre en poésie. Moi, j'apportais des choses dont on peut faire usage. La poésie contemporaine, mais pas n'importe laquelle, surtout pas la poésie
versifiée, la poésie, voilà. Mais parce que quand on prend les livres que je mettais sur la table avec les enfants en pédopsychiatrie, les gamins, ils connaissent pas, ils savent pas qui c'est Jean Follin, Paul Éluard, tout ça. Ils ouvrent ces livres et je les fais lire. Ensuite, on fait une chambre d'écho, par exemple, pour commencer. Et puis, alors, j'entends 3 mots. Et toi, vas-y, à ton tour. Et puis tout d'un coup, j'interviens parce que tout d'un coup, ça s'enchaîne. Tout d'un coup, il y a un miracle, ça s'enchaîne et puis on note. Le livre n'est pas sacré, il est ami. Je vais vous lire des choses à la table. Pourquoi la poésie ? Écho et musicalité, petite bibliothèque poétique d'usage courant en atelier. André Breton et le surréalisme. Bon, évidemment, il y aura l'Oulipo, le surréalisme. Ils apportent beaucoup de manières d'écrire et de rêver. Le haïku, avec les enfants, ils comprennent très vite. Dans le livre, il y a ici et là des citations d'enfants. Une dame en robe blanche marche près des buissons. Un arbre touche le ciel. Cyril. Les yeux clos dans le clair été, chaleur du vent. Morane. La fée de la passion jardine au lointain. Fatia. Mort, vivant, ce n'est qu'un choix. Maxime. Évidemment, c'est aussi pour montrer qu'on passe de Bachot aux enfants et finalement, on n'est pas loin. Il y a des questionnaires aussi et ces questions n'ont, semble-t-il, rien à voir les unes avec les autres. Et à la fin, il y a tout un tas de notes et je démontre que tout est en lien. Parce que tous les textes qu'on peut écrire en atelier, comme ça, et pas, eh bien, sont en lien. Évidemment, ils sont forcément en lien. Parce que tous ces textes-là fonctionnent un petit peu comme dans une nuit, par exemple. Tous les rêves d'une même nuit sont en lien. On travaille avec l'imaginaire, avec l'inconscient en atelier, et c'est ce qui libère, au fond. Vous dites dans le prologue, vous déconstruisez les blocages qu'on a au moment de commencer à écrire en général, et vous donnez quelques conseils. Vous dites de pas chercher le sens à tout prix, d'accepter le chaos préalable à l'écriture, d'accepter l'association d'idées libres. Si vous deviez donner un conseil là à quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait se mettre à écrire, vous lui diriez quoi ? D'abord, il faudrait qu'on ait un petit entretien pour que je sache vers quoi il veut tendre. Parce qu'écrire, ça peut être très simple. Il suffit d'oublier tout et de prendre du papier, un crayon, et puis faire comme faisaient les surréalistes. Une écriture automatique, mais qui ne soit pas forcément poétique. Ça peut être du récit. Je lui dirais de prendre ce bouquin et de le prendre un peu au hasard, comme ces livres de chevet, comme ça qu'on feuillette, comme ces almanachs, ces vieux almanachs, et de s'arrêter ici ou là, et de lire un passage, une citation, un petit questionnaire, et puis ensuite, à partir de cette pêche, forcément quelque chose doit naître. Avec cette phrase que je reprends souvent, « L'art est une idée qu'on exagère » de André Gide. Pour aboutir, il faut exagérer l'idée. Prenons ce vers de Paul Éluard. « Une femme, chaque nuit, voyage en grand secret. » Alors, j'exagère l'idée. Quelle est cette femme, en effet ? Une chanteuse lyrique, une comédienne plutôt, qui chaque nuit, après la représentation, quitte la scène incognito et court prendre un taxi, peut-être un train, pour voyager, seulement voyager, on ne sait trop vers quelle destination encore. Dans ces voyages, toujours en grand secret, elle change. Il lui semble rajeunir, devenir une autre. Des souvenirs lui viennent qu'elle n'a pas vécus ou qu'elle a oubliés, comme si une autre existence lui était donnée, comme si elle entrait dans le corps et les pensées d'une autre femme, comme si vraiment, nuit après nuit, elle devenait une autre. Mais autour de quel lieu d'oubli ténébreux rôde-t-elle ainsi chaque nuit ? Quel lointain parage, peu à peu animé de sourdes présences ? À vous de continuer. Vous avez choisi ce vers d'André Gide, donc l'art est une idée qu'on exagère. Vous l'expliquez comme si on prenait un fil et qu'on commençait à le tirer, à le tisser, enfin en faire une toile. Moi, quand vous l'avez lu au début, je l'ai compris comme l'art est une idée qu'on exagère, comme une façon de démystifier en fait ce que c'est que le grand art. Voilà, bien sûr, bien sûr. Et quand je disais que
souvent avec les enfants, les personnes en difficulté, eh bien, ils considèrent le langage comme étant cette altérité menaçante extérieure, parce qu'à partir de cela, si on va vous juger, et donc ça vous rend d'autant plus muet, en difficulté, bafouillant, et en situation d'échec. Et si vous intériorisez, vous comprenez que vous êtes langage, parce que nous sommes langage, et nous le savons très bien dans les rêves. Nous sommes symbolisation imaginaire, et qu'en nous, on a des mondes fabuleux. Chacun de nous a des mondes fabuleux. Et là, d'une certaine manière, ça procède de la même chose. L'art, il ne faut pas être intimidé. Il n'y a pas d'art élitiste. A priori, tout est disponible, il suffit d'accueillir. À partir de ce moment-là, tout devient possible. Pour les enfants, mais c'est vrai pour les adultes aussi. C'est vrai pour quiconque rêve de trouver un juste moyen d'expression. Et c'est ce que j'essaye de partager avec le nouveau magasin d'écriture et le nouveau magasin d'écriture qui fait 600 pages, lui, qui est plus centré sur les images, sur les tableaux, sur la peinture symboliste, surréaliste, etc. Et là, il y a d'autres interrogations, d'autres citations, d'autres stratégies. Découvrez le nouveau magasin d'écriture et le nouveau magasin d'écriture aux éditions Zulma, ainsi que ses autres romans, Un monstre et un chaos, Le peintre d'éventail, Palestine, Meurtre sur l'île des marins fidèles, L'invention du diable. Pour avoir un avant-goût du nouveau magasin d'écriture, découvrez aussi quelques jeux d'écriture en ligne sur le site zulma.fr. Rendez-vous dans 3 mois pour le prochain épisode des livres de Z à A. Notre générique est le morceau Doukoula de Arad Kilo avec Mamani Keita et Mike Ladd. Je vous laisse avec les mots de 2 lectrices du nouveau magasin d'écriture. Bonjour, je suis Samantha, alias Bibliosam sur Instagram, où je fais des chroniques littéraires depuis 2019. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est pour moi un outil formidable pour une personne qui voudrait se lancer dans un roman ou utiliser l'écriture comme une forme de thérapie. La deuxième chose, c'est la forme. Je suis graphiste dans le milieu de l'édition et je vois le travail d'orfèvre de ce livre. Je prends un exemple tout simple. Page 267 par exemple, nous avons palmes, idoles, éclairs, sang, cascades, féeries, cirque, déluge, ronces, les haleines, verger, lune. Et ça, ce sont les quelques mots que Rimbaud rassemble sur une feuille pour écrire un poème en prose. Et les mots sont disposés, sont mis en page exactement comme s'ils avaient été déposés sur une feuille. Et je trouve ça absolument magnifique. C'est un objet que je trouve vraiment très beau. Pour moi, c'est une boîte à outils un peu malicieuse, que l'on grappille avec beaucoup de plaisir. Bonjour, je suis Elsa, créatrice de contenu autour de la littérature et du livre sur Instagram sous le pseudo La Pintade Aixoise. Je suis également formatrice à l'université et dans des classes de BTS dans une matière qui s'appelle la CGE, c'est-à-dire Culture Générale et Expression. Les élèves sont une population qui est peu rompue à l'exercice de l'écriture et il s'agit de les débloquer. Certains me disent « mais madame, moi, je n'ai pas du tout d'imagination ». Ce que j'adore dans ces bouquins, c'est que ces 2 tomes se veulent un mode d'emploi d'une richesse incroyable, mais sans aucune rigidité parce que finalement, la règle numéro 1, c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est qu'on peut adapter comme on le souhaite, les exercices, j'ai presque plutôt envie de parler de jeux. Donc je fais travailler ces élèves sur les images parce que dans l'écriture, il y a un petit côté paroi lisse où il faut vraiment tout sortir de soi, alors que partir d'une image, c'est beaucoup plus simple. Et j'en ai toujours dans la classe qui vont se lancer finalement, ils vont plonger sans filet dans l'eau noire. Et j'ai un grand plaisir d'enseignante, c'est que lorsqu'ils remontent ruisselant à la surface, ils vont lire leur texte devant la classe et je vois leur étonnement envers eux-mêmes, leur plaisir aussi. J'utilise aussi les jeux d'écriture d'Hubert Haddad à titre personnel. C'est comme un échauffement pour moi le matin avant de plonger moi-même dans la poursuite de mon propre manuscrit. Je trouve que Hubert Haddad, grâce à ces 2 sommes, parce que ce sont vraiment des monuments, Hubert Haddad permet, comme nul autre, de désacraliser l'écriture sans rien noter à la beauté du geste.